Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Wegscheider. À la une de l'information de ce mercredi 17 mai 2017. En République démocratique du Congo, au moins une cinquantaine de détenus se sont échappés à l'aube de la prison de Makala, à Kinshasa. En République centrafricaine, la situation sécuritaire critique à Bangassou ces derniers jours serait en train de s'améliorer selon les Nations Unies, qui restent tout de même vigilants sur d'autres régions du pays. Et enfin, au moins 3 militaires ont été tués en désamorçant une bombe dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Bonsoir à tous. Une évasion massive a eu lieu vers 4 heures ce mercredi matin de la prison de Makala en République démocratique du Congo. Les autorités ont annoncé qu'une cinquantaine de détenus ont réussi à s'enfuir de cet établissement majeur de la capitale Kinshasa. Des riverains parlent, eux, d'une centaine. Des explosions et des tirs d'armes automatiques avaient déjà été entendus dans la nuit. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, a annoncé que la police était à la poursuite des assaillants. Il accuse par ailleurs les adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo d'avoir mené l'attaque à l'origine de ces évasions et de celle de leur gourou, le député Nemwanda Nsemi. Le mouvement insurrectionnel, dont le nom signifie « Royaume du Congo » en langue kikongo, conteste l'autorité du président Joseph Kabila et il prône une scission du Congo central, une province de l'ouest du pays. La secte BDK est déjà accusée d'avoir mené plusieurs attaques meurtrières contre des symboles et des représentants de l'État en janvier et en février 2016. Les évasions de Makala ont eu lieu à une date symbolique. Il y a 20 ans, le 17 mai 1997, le chef rebelle Laurent-Désiré Kabila prenait le pouvoir sans violence. La date est devenue jour férié en République démocratique du Congo, comme en ce mercredi de Vingtenaire. Le 16 mai 1997, le maréchal Mobutu prenait lui la fuite, d'abord vers Gbadolit, puis vers le Togo et le Maroc, avant de décéder moins de 4 mois plus tard, le 7 septembre 1997. 20 ans après la chute du léopard, comme était surnommé Mobutu Sese Seko, c'est également un 16 mai que le nouveau gouvernement de Bruno Tshibala a été investi. L'annonce par le Parlement s'est faite dans le chaos. Dès le début de la plénière, les membres du regroupement des députés du Rassemblement ont contesté cette investiture à coups de sifflet et de vuvuzela avant de quitter la salle au moment de la prise de parole du Premier ministre. Ces députés de l'opposition souhaitaient montrer leur mécontentement face au rejet de leur motion par laquelle ils avaient demandé à l'Assemblée nationale d'éconduire Bruno Tshibala, nommé selon eux en violation de l'accord de cogestion signé le 31 décembre 2016. La République démocratique du Congo continue d'accueillir de nombreux réfugiés en provenance de la République centrafricaine voisine. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a annoncé mardi que 2750 Centrafricains sont arrivés en République démocratique du Congo depuis le week-end dernier, alors que le pays accueillait déjà plus de 103 000 réfugiés du pays au 31 mars. Ces derniers réfugiés sont actuellement logés dans des familles d'accueil, des écoles ou encore d'autres bâtiments publics situés dans les provinces nord-congolaises du Bas-Ouélé et de Nord-Ubangui. Le HCR décrit leur arrivée dans des conditions difficiles. Certains seraient blessés. À l'origine de ce flux que l'ONU qualifie de massif, le récent regain de violence dans la ville frontalière de Bangassou, au sud-est de la République centrafricaine. L'ONU déplorait mardi au moins 26 morts dans les combats de samedi dernier, en plus des 6 casques bleus de la MINUSCA décédés depuis le 8 mai. La Croix-Rouge centrafricaine évoquait-elle un bilan partiel de 115 morts. Et toujours en République démocratique du Congo, je vous annonçais jeudi dernier l'arrêt dans des circonstances floues de la protection permanente par les Nations Unies du célèbre gynécologue Denis Mukwege. Suite aux pressions internationales, l'ONU a renforcé la protection de celui qui est surnommé l'homme qui répare les femmes. Des soldats de la MONUSCO sont postés devant son hôpital de Panzi et le nombre de patrouilles est augmenté. Traversons maintenant la frontière pour faire un point sur la situation sécuritaire en République centrafricaine. La MINUSCA a indiqué mardi que la situation revenait petit à petit à la normale à Bangassou depuis les récents affrontements. Tout en revenant sur les risques qui continuent de planer dans la région, le commandant en chef de la force onusienne de maintien de la paix a évoqué une origine confuse des conflits liés à des jeunes incontrôlés et probablement manipulés. Le général Keïta a en tout cas déclaré tout faire pour éviter une escalade des représailles. 3000 personnes ont fui lors des violences de samedi dernier, après une attaque lancée dans le district de Tokoyo par un homme armé et affilié au mouvement anti-Balaka. Le personnel humanitaire estime à première vue que 25 000 personnes sur les 35 000 habitants de Bangassou auront besoin d'une aide humanitaire.
7000 déplacés restent toujours dans une situation préoccupante, sans eau potable ni nourriture. Le commandant de la MINUSCA a tout de même fait état d'une amélioration à Bangassou depuis lundi. La situation à Bangassou, je pense que ça a été un peu préoccupante, mais je crois que ces derniers jours, ça s'améliore. Depuis plus de 24 heures, nos unités sont là-bas, ils sont en train de sécuriser, disons, les populations déplacées, les plus vulnérables, et ils sont en train de quadriller la ville pour déjà parer au plus pressé. Et disons, dans les jours à venir, on va se tourner vers la sécurisation globale de la ville pour reprendre toute la ville sous contrôle et en même temps sortir en dehors de la ville dans tous les petits villages qui sont autour pour sécuriser et ramener, disons, la paix qui régnait à Bangassou il y a quelques mois de cela. Je pense qu'il y a de la manipulation. Disons, il y a une manœuvre stratégique. C'est-à-dire ça, ce n'est que, disons, le pic de l'iceberg. Je pense qu'en dessous, il y a des gens qui cherchent autre chose. Donc nous, on est en train de réfléchir pour justement aller au-delà de ce qu'on a vu à Bangassou pour voir les motivations réelles, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il faudrait que quand même les gens se mettent à tuer d'innocents, disons, civils comme ça, du jour au lendemain. Bon, là, on va essayer de comprendre et peut-être dans les jours à venir, on aura beaucoup plus de précision là-dessus. En dehors de Bangassou, d'autres poches de violence inquiètent toujours les Nations Unies. Toujours mardi, la porte-parole du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a fait part de l'inquiétude de Zeid Ra'ad al-Hussein, notamment concernant les attaques contre le personnel humanitaire ou les casques bleus. Selon le haut-commissaire, le nombre d'assassinats ciblés de civils a également augmenté depuis que le début des combats a repris entre les groupes rivaux en novembre 2016. La division des droits de l'homme de la MINUSCA estime que 121 civils ont été tués rien qu'entre mars et mai 2017. Le haut-commissaire a appelé les dirigeants des groupes armés à coopérer avec la MINUSCA et les autorités gouvernementales à traduire en justice les combattants de ces groupes impliqués dans les violations des droits de l'homme. Pour le haut-commissaire, la mise en place du travail de la Cour pénale spéciale est déjà un signal fort qui montre que les autorités et la communauté internationale n'acceptent plus ces crimes qui restent impunis. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al-Hussein, est très alarmé par les attaques croissantes de groupes armés contre la population civile dans plusieurs régions de la République centrafricaine au cours des derniers mois, ainsi que des attaques contre les casques bleus de l'ONU dans le sud-est du pays. Le haut-commissaire est particulièrement perturbé par l'augmentation des assassinats ciblés de civils depuis que les combats entre groupes rivaux ont commencé en novembre 2016. La résurgence de la violence a également eu un impact sérieux et direct sur les acteurs humanitaires. Au cours du premier trimestre de cette année, nous avons vu plus de 45 incidents ciblant les humanitaires, ce qui fait de la République centrafricaine l'un des pays les plus à risque pour l'aide humanitaire, alors que la moitié de la population du pays dépend de l'aide humanitaire. Il y a aussi une dimension ethnique. Les Fulani ont été attaqués sur la base de leur ethnicité et non sur la base de leur religion. Donc vous avez les éléments religieux, vous avez les éléments ethniques et vous avez également des éléments économiques. Il y a clairement beaucoup de dépravation économique. Le tribunal spécial, oui, il se prépare à commencer ses travaux. Le gouvernement de la République centrafricaine a été très coopératif dans l'établissement des réformes et des processus de justice. Maintenant, je suis sûre que vous comprenez que le pays est encore dans une situation très difficile, une situation très volatile. Il y a un manque de présence de la police dans de nombreuses régions, ainsi qu'un manque de présence militaire. Et c'est pourquoi vous voyez ces poches de violence éclater dans des zones où il n'y avait pas de violence. C'est parce qu'il y a un vide là-bas. Et toujours au sujet de la République centrafricaine, l'armée ougandaise a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête sur les accusations selon lesquelles certaines de ses forces auraient exploité et abusé sexuellement de femmes en Centrafrique. Si les allégations sont confirmées, les officiers concernés seront jugés devant une cour martiale, selon le porte-parole de l'armée ougandaise. Les accusations portent sur des soldats ougandais déployés en République centrafricaine dans le cadre de la force d'intervention régionale de l'Union africaine. Leur mission, qui vient de s'achever, était de combattre les rebelles ougandais de l'armée de résistance du Seigneur depuis 2009. En Afrique de l'Ouest, nous vous annoncions hier la fin de la crise des soldats qui se sont de nouveau récemment mutinés en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a déclaré que la priorité serait maintenant donnée à la paix et à la sécurité pour régler la situation.
Bruno Koné a tout de même refusé de communiquer tout chiffre sur le règlement financier du conflit, objet de la signature mardi d'un accord entre les mutins et le gouvernement. Le porte-parole a en tout cas affirmé que l'État avait la capacité de payer les sommes réclamées. Pour lui, il n'y a eu aucun cafouillage dans la gestion du contentieux. Le bilan à ce jour est de 4 morts et de 9 blessés. Le gouvernement déplore évidemment les débordements qu'il y a eu, regrette les dégâts qui ont été constatés, les pertes en vie humaines. Le gouvernement a décidé de ne pas communiquer sur le contenu de l'accord avec les mutins. Je pense que c'est aussi simple que cela. Dans les priorités que nous avions, la paix et la sécurité étaient parmi les plus hautes. Et de ce fait, sur un budget dont vous savez le montant, de 6 500 milliards de francs CFA, on s'est trouvé les moyens pour que notre pays ait la paix et que notre pays ait la sécurité. La veille, le ministre ivoirien de la Défense avait lui annoncé, je cite, que le gouvernement sortait grandi des 4 jours de troubles semés par les soldats mutins. Je vous propose de l'écouter. Bien, est-ce que le gouvernement sort de cette situation affaiblie ? Je ne crois pas. Je pense que le gouvernement sort plutôt grandi de cette affaire-là. Parce que, vous savez, l'objectif ici, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste stable. Mais je puis vous garantir que l'accord est acquis, que les deux parties sont consentantes et cet accord sera appliqué. Il est même déjà en cours d'application. Restons en Afrique de l'Ouest. Au Mali, le camp de l'ONU de Tombouctou a de nouveau été la cible de tirs d'obus lundi. 2 semaines après la dernière, cette nouvelle attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par le chef djihadiste Iyad Ag-Ghali. Au moins 6 obus ont été tirés et 2 ont atterri dans l'enceinte de l'aéroport. Un autre a atteint les camps des casques bleus. La gendarmerie malienne, la MINUSMA ainsi que les forces françaises Barkhane patrouillent pour tenter de rattraper les assaillants. Au Ghana, la problématique de la sécurité routière est prise à bras-le-corps dans la capitale Accra. Un programme rigoureux sera mis en place, notamment grâce à une initiative de l'Accra Metropolitan Assembly. Reportage de notre correspondant au Ghana, Modestus Zamé. Accra, la capitale du Ghana, bénéficiera d'une formation améliorée en matière de sécurité routière, de règles de circulation rigoureuses, de mise en application et de tracé des routes sécurisées. C'est pourquoi l'Assemblée métropolitaine d'Accra a relancé l'initiative AMA Bloomberg pour la sécurité routière globale dans la ville. Nous sommes très honorés de financer la sécurité routière à l'échelle mondiale. Les accidents de la route tuent chaque année 1 250 000 personnes et jusqu'à 50 millions de personnes sont blessées chaque année. C'est donc un énorme problème mondial. Accra est l'une des 10 villes de notre réseau mondial qui a été sélectionnée dans le cadre d'un processus concurrentiel et nous sommes très heureux de travailler avec la nouvelle administration de l'AMA. De 2011 à 2015, il y avait 12 877 accidents de la route qui se sont produits dans la ville d'Accra. 24% étaient mortels ou très graves, 891 décès et 2877 victimes gravement blessées. Notre partenaire international, Bloomberg Philanthropies, a permis de rassembler une équipe d'organisation pour fournir une assistance technique dans le domaine de la mobilité, du respect des lois de la communication. La MA est prête à jouer son rôle dans ce partenariat. Ce que nous devons faire, c'est un passage pour piétons où vous traversez la route. Est-ce bon pour vous de traverser la route à cet endroit-là? Est-ce que vous pensez que votre vie ne serait pas en danger? Donc l'éducation est bonne, mais nous devons transmettre l'éducation avec la mise en application des règles. La plupart des conducteurs ont besoin d'éducation parce que certains des conducteurs sur la route ne voient ni ne comprennent les panneaux routiers. La mise en œuvre de ces mesures devrait contribuer à réduire les carnages sur les routes, notamment en ville. Rendons-nous à présent en Afrique orientale. Au moins 3 militaires ont été tués mercredi en désamorçant une bombe dans la capitale somalienne Mogadiscio. La charge était placée dans un véhicule. Elle a explosé lors de sa manipulation par les 3 victimes, des membres des forces de sécurité, dont l'un appartenait à l'équipe de déminage, les 2 autres étant des soldats.
L'explosion de la voiture piégée a tué 2 policiers et un soldat de l'agence de sécurité nationale. Le nombre de victimes a été limité parce que la police et l'agence avaient évacué tous les résidents des environs juste avant de s'intéresser à la voiture. Dans l'Éthiopie voisine, un opposant a été reconnu coupable d'incitation au terrorisme par la haute cour d'Addis Abeba. C'est suite à une série de posts sur sa page Facebook que Jonathan Tesfaye a été accusé. L'opposant incarcéré depuis les troubles qui ont endeuillé le pays l'année dernière avait notamment écrit, je cite, « Je vous demande de détruire le matériel de l'oppression du parti dominant la coalition au pouvoir. Il est temps de démasquer nos tueurs. » Jonathan Tesfaye est le porte-parole du Parti bleu, l'une des plus importantes formations de l'opposition. La loi antiterroriste éthiopienne est particulièrement reconnue pour son intransigeance. Son article 4 stipule que quiconque incite à la violence est coupable de terrorisme. À l'international, le premier gouvernement du quinquennat du nouveau président français Emmanuel Macron vient d'être dévoilé. Le nom du Premier ministre Édouard Philippe a été annoncé, lui, lundi, après un long suspense. 2 jours plus tard, on connaît enfin la composition de son cabinet. Il s'agit d'un gouvernement paritaire de 22 membres, dont 3 ministres d'État. Il y a le sénateur-maire PS de Lyon, Gérard Collomb, à l'intérieur, l'ancien animateur de télévision Nicolas Hulot, à la transition écologique et solidaire, et le centriste et soutien de la première heure de Emmanuel Macron, François Bayrou, qui lui est à la justice. Le nouveau gouvernement compte autant de femmes que d'hommes, selon la promesse du président élu. Outre cette parité, il fait aussi place à la diversité avec des acteurs de la société civile, comme par exemple la championne olympique d'épée née à la Guadeloupe, Laura Flessel. La nouvelle ministre des Sports, également ambassadrice de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, avait remporté l'or en 1996 aux JO d'Atlanta et l'or et l'argent à ceux d'Athènes en 2004. Refermons ce journal sur une note culturelle avec l'exposition Great Black Music qui rythme Kigali, la capitale rwandaise, depuis quelques jours déjà. Pendant 4 mois, la bibliothèque publique de Kigali abrite cette exposition interactive qui retrace l'influence et l'héritage afro-caribéen dans la musique à travers les siècles et les continents. Cette exposition multimédia, qui compte notamment 11 heures de contenu audiovisuel, propose une rétrospective qui remonte au temps des griots mandingues jusqu'à la musique moderne, en passant par la douloureuse période de l'esclavage. J'étais vraiment contente de voir ma chanson préférée de Louis Armstrong. Elle s'appelle Dinah et j'étais aussi heureuse de découvrir l'histoire de Celia Cruz parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai découvert l'histoire de la rumba, du jazz et de certains musiciens d'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment sympa. On retrace l'histoire de cette musique-là avec cette exposition à travers plusieurs, en voyant plusieurs côtés. Il y a un espace Afrique centrale, Afrique de l'Est, bon, ça s'appelle Mama Africa. Il y a un espace sacré, religion, gospel et tout. Et il y a un espace légende, les légendes de la musique noire, parce que par là on entend la musique qui a commencé avec non seulement la gospel, le jazz, le blues, le funk, le rock'n'roll, le reggae, l'afrobeat. C'est une musique qui vient de la souffrance quand même d'un peuple, enfin de plusieurs peuples, et qui est retracée là, donc inévitablement. En parlant de Great Black Music, on parle aussi d'une lutte qui s'est faite en musique. C'est une opportunité d'intéresser les jeunes, c'est une opportunité de démocratiser la culture. C'est aussi une opportunité de changer, enfin, de remonter un peu le standard des choses qui se font en termes de culture et d'avoir des choses d'une autre qualité. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. En République démocratique du Congo, au moins une 50aine de détenus se sont échappés à l'aube de la prison de Makala, à Kinshasa. En République centrafricaine, la situation sécuritaire critique à Bangassou ces derniers jours serait en train de s'améliorer selon les Nations Unies, qui restent vigilantes toutefois sur d'autres régions du pays. Et enfin, au moins 3 militaires ont été tués en désamorçant une bombe dans la capitale somalienne, Mogadiscio.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine.